Bienvenue dans votre émission La Voix de l'Environnement face à Raoul. Face à Raoul reçoit ce jour M. Hamid Idriss. Il est ministre des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche de la République centrafricaine. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on résume les priorités en matière de politique, gouvernance, de politique forestière en République centrafricaine? Je vous remercie de me donner cette occasion de vous expliquer la manière dont on gère la politique forestière en République centrafricaine. Déjà, on a la loi d'orientation forestière du département qui prend en compte les différentes situations. En matière de faune et des aires protégées, on vient de mettre en place le code de la faune et des aires protégées en 2020 et les textes d'application qui vont s'en suivre. Et on a essayé de remettre tout ce qui n'a pas été pris en compte au début, c'est-à-dire depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. On a intégré des nouveaux concepts dans le code qui permettent de prendre en compte toutes les nouvelles situations qui se créent en ce moment pour faire une protection durable et sereine de la faune et des aires protégées en République centrafricaine. C'est le même problème qui se fait au niveau des forêts. On est en train de revoir le code forestier de la République centrafricaine pour intégrer les nouvelles dispositions par rapport à la déclaration de la CEMAC sur l'interdiction de l'exploitation du grume dans les pays de la CEMAC. Donc on est très avancé dans ces dossiers-là et qu'on est en train de travailler pour prendre tous les concepts qui ont été pris en compte pour nous permettre d'avancer par rapport à ces nouvelles dispositions. Et comment est-ce que vous appréhendez justement cette mesure d'interdiction de l'exportation des grumes, cette mesure prise par la CEMAC? Les mesures, ils sont partis sur l'exemple du Gabon. Le Gabon a interdit l'exportation du grume. Ils ont eu des difficultés au début, mais en allant tout dernièrement, quand j'étais à Libreville, quand j'ai visité le centre industriel de Ngok, il y a beaucoup d'avancées, il y a beaucoup de retombées. Comme on a fait les statistiques, quand on exporte un grume, on ne gagne que le 10% de la valeur du grume. Si on n'exporte pas le grume, donc on gagne pratiquement les 100% du bois qu'on exporte de notre forêt. Donc c'est une avancée très importante sur laquelle la CEMAC a réfléchi et que ça va donner un plus-value pour tous les pays de la CEMAC. Et c'est une très bonne initiative que tout le monde a applaudi. D'accord, le gouvernement centrafricain a déjà abordé dans le même sens. Le Conseil des ministres s'est déjà prononcé pour l'interdiction du grume d'ici janvier 2023. Sinon, comment se déroulent justement les mesures d'exploitation de bois en République centrafricaine? Pour l'instant, en République centrafricaine, nous avons le code forestier qui demande la transformation à 70%. Mais vu les contextes actuels, il y a des problèmes au niveau des exploitants forestiers. Ils ne font pas appliquer exactement le code forestier qu'on a mis en place depuis 2008. Et la décision de la CEMAC n'est qu'un plus pour nous permettre de renforcer nos dispositifs au niveau de la République centrafricaine. Et la lutte pour traquer les exploitants illégaux? Le ministère des Eaux et Forêts a mis en place un dispositif qui est la brigade mixte de contrôle. L'exploitation illégale est l'un des objectifs à atteindre parce que là, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas appliquer la loi et qui font du n'importe quoi. Donc on met en place une brigade mixte. Cette brigade est composée des éléments des eaux et forêts, de la douane, des impôts et de la gendarmerie. Et on traque toutes ces exploitations illégales de bois qui se font en République centrafricaine. Mais au niveau de la capitale, pour l'instant, il y a des mesures draconiennes qui ont été prises et on va l'expanser au niveau de tous les autres permis forestiers qui existent en République centrafricaine. Les principaux permis forestiers, comme je ne voulais pas, c'est pratiquement dans le sud-ouest de la République centrafricaine qui est formé pratiquement de 4 préfectures. Nous avons la Loubaye, la Mambere-Kadé, la Sangambaéré et la préfecture de Mambere-Kadé. Donc c'est dans ces 4 préfectures qu'il y a les permis forestiers et c'est dans ces 4 préfectures-là qu'on va mettre la lutte pour l'exploitation illégale. Monsieur le ministre, cela me permet de revenir sur les aspects de transformation locale au niveau de la République centrafricaine. Est-ce que actuellement, le niveau de transformation permet à l'économie forestière de tirer suffisamment de dividendes pour contribuer à l'économie de votre pays? Sur ce point précis, on a fait des analyses que j'ai présentées en conseil. On sait que d'ici là, c'est un peu difficile, mais d'ici 3 ou 4 ans, on va revenir sur les principales directives sur lesquelles on va booster l'économie de notre pays.
Mais la plupart des exploitants forestiers n'ont pas une unité de transformation, ce qui est difficile. Mais les plus grandes unités ont des unités de transformation. Ils le transforment à 30% pour l'instant. Il fallait avancer dans cette transformation, essayer de donner de l'emploi pour les Centrafricains au lieu de transformer de grumes et de donner de l'emploi pour les autres. Donc on est en train de travailler dans ce sens-là pour augmenter l'emploi en République centrafricaine par la transformation. J'ai été en République centrafricaine en 2013 quand on ratifiait l'accord de partenariat volontaire. Bon, je voudrais savoir pratiquement 10 ans après, est-ce qu'au niveau de la République centrafricaine, ce processus a suffisamment avancé? Je vous remercie parce que c'est un problème qui me prend à cœur. Quand j'ai été arrivé à la tête du département, le programme a été suspendu par l'Union européenne. J'ai essayé de mettre en place un système qui nous a permis de reprendre. Et là, on a déjà lancé le processus. Le 31 mai 2001, on a lancé déjà le processus. Le programme est déjà en marche. Toutes les structures sont mises en place afin que le programme puisse avancer. Mais à une période entre 2013 et 2020, le programme a été suspendu par l'Union européenne, ce qui a fait qu'on n'a pas pu mettre en place le système de vérification du bois. Donc le système est relancé tout de suite là en 2022. Donc c'était au mois de mai, le 31 mai, qu'on a relancé et qu'on est en train de travailler sur ce dossier afin qu'on mette en place le système. Sur le plan, sur la certification en elle-même, quels sont les labels qui sont reconnus actuellement dans le cadre du contrôle? Dans le cadre du contrôle, on a un système de vérification qui a été mis en place et qu'on s'est entendu avec l'Union européenne sur le dossier. Et c'est sur ce point précis que quand on était à Libreville, il y avait une procédure qui devait être mise en place. Mais nous, on a dit qu'on a déjà commencé avec le processus FLEC. On ne pouvait pas revenir en arrière. Et là, on doit continuer dans le processus FLEC, dont tous les États de l'Afrique centrale en sont tributaires et qui sont en train de travailler depuis très longtemps et que le système de vérification est déjà mis en place. Venons maintenant au domaine de la conservation. Alors, la gestion des parcs constitue justement un maillon fort de votre portefeuille. Comment est-ce qu'elle est administrée sur le plan local? La République centrafricaine a adopté une loi sur le partenariat public-privé. Et la République centrafricaine est en train de gérer les aires protégées par rapport à cette loi. Cette loi permet de signer des partenariats privés avec les ONG pour la conservation des aires protégées. Et ces partenariats est signé pour une période de 25 ans. Et moi, j'ai signé 2 partenariats avec APN, qui gère le parc du Sud-Est, le parc de Chenko. Ensuite, celui de WCS, qui gère le parc du Nord-Est. Donc, on est très avancé avec ce problème de partenariat public-privé. Et ensuite, on a le dernier parc du Sud-Ouest qui est géré par le WWF et qui a aussi un accord de cogestion qui est renouvelable tous les 5 ans. Donc, on gère nos aires protégées par le système de partenariat public-privé. Et il y a une loi qui encadre ce partenariat public-privé. Monsieur le ministre, il y a un phénomène qui est propre à tous les pays forestiers d'Afrique centrale, c'est le braconnage. Alors, comment est-ce qu'on répond à ce problème, surtout quand on sait qu'en République centrafricaine, les armes ont suffisamment circulé et que cela a eu un impact assez considérable dans les mesures de conservation? La République centrafricaine était en crise en 2013 et lors de cette crise-là, beaucoup d'armes ont circulé. Pour l'instant, on est en train de travailler avec nos voisins dans tous les parcs. Au niveau du parc du Sud-Ouest, qui est appelé le parc de Zanga-Sanga, c'est un parc qui est dans la trinationale de la Sanga. Donc on travaille en collaboration avec le Congo et le Cameroun pour préserver cette zone-là, dont les 3 parcs sont avoisinants. On a le parc de la République centrafricaine, Zanga-Sanga, on a le parc de la Lobeke pour le Congo et on a le parc du Cameroun. Donc on travaille en collaboration, on met les surveillants pisteurs et les gardes forestiers en collaboration. C'est ce qui nous permet de traquer les braconniers. Dans le cadre du Sud-Ouest, on est en train de voir comment travailler entre le parc de Chenko et le parc de la Garamba, du RDC, qui sont gérés pratiquement par une même ONG qui est l'APN, African Park Network, qui gère tous les 2 parcs en collaboration.
C'est le même cas entre le parc du Nord-Est avec le parc de Bamingui qui est mitoyen avec le parc du Tchad. Et on travaille en collaboration avec les Tchadiens dans ce dossier. On a même mis un comité technique de supervision par rapport à la surveillance des braconniers dans ce système-là. Tout dernièrement, quand on était à Libreville, on avait fait le comité de pilotage de ce système qu'on a mis en place entre nous et les Tchadiens et nous et les Camerounais, afin de cerner un peu le problème du braconnage dans les aires protégées de la République centrafricaine. Mais on est très avancé, on a mis en place des éco-gardes qui font cette lutte-là et on est en train de renforcer leur capacité par rapport à la gestion de ces aires protégées. Donc j'ai signé particulièrement des statuts particuliers à ces éco-gardes-là au niveau de Bayanga, le parc de Zangasanga, et au niveau de Chenko, qui est le parc de Chenko, donc avec APN. Là, je suis en train de travailler avec le parc de Bamingui pour que j'ai un statut particulier pour les éco-gardes de Bamingui, afin qu'ils aient des éléments nécessaires et ils ont la possibilité de lutter contre le braconnage. Que confère, quels sont les avantages qui sont conférés dans le cadre du statut de ces éco-gardes? Les éco-gardes, on a pris en considération les réalités de chaque parc pour leur donner des avantages. Donc les avantages des éco-gardes de Zangasanga ne sont pas les mêmes que ceux des éco-gardes de Chenko et ceux des éco-gardes de Bamingui. Donc il y a des spécificités pour chaque parc et ce sont ces spécificités-là qu'on prend en compte pour mettre dans leur statut particulier. Monsieur le ministre, vous avez évoqué EcoFac tout à l'heure. C'est un programme de l'Union européenne qui a pratiquement touché à son thème après 30 ans. Alors quel est le bilan que vous faites justement de ce... Pour ce bilan, effectivement, EcoFac a fait beaucoup de programmes en République centrafricaine avec des différents projets. Mais c'est des projets qui ont coûté 2 ans, d'autres 5 ans, d'autres 3 ans. Et l'impact sur la population a été négatif. Et ça, je l'ai souligné la fois dernière quand on faisait le bilan. Et c'est à cause de ça que j'ai demandé qu'on revoie la manière de gérer les parcs et que Nature Africa puisse prendre les faiblesses qu'on a constatées sur la gestion de EcoFac pour nous permettre d'avancer et qu'on doit avoir des discussions dans ce sens-là. Donc, le programme EcoFac a eu des avantages, mais beaucoup d'inconvénients, surtout sur la population riveraine des parcs. Et c'est ça là sur lequel on va essayer de discuter avec Nature Africa pour permettre de prendre ces dispositions afin que la préservation soit un processus qui va profiter les populations locales et faire leur développement afin qu'ils contribuent à la préservation des aires. Donc, si la population locale s'intéresse très rapidement à la préservation elle va la faire avec beaucoup d'aisance. Mais si on se rend compte que la population locale n'a pas été prise en compte, la préservation cause problème, c'est ce qu'on a vécu, et que le braconnage a pris le dessus dans les programmes EcoFac 6. Donc voilà, c'est les dispositions sur lesquelles on va essayer de discuter avec la nouvelle situation qui se pose. Parlant justement des communautés locales, il y a ce problème permanent de conflit homme-faune autour justement du cadre de vie de certaines communautés. Et également ce conflit avec les gestionnaires du parc par rapport à la réduction de leur champ d'action sans mesure d'accompagnement. Comment est-ce que le gouvernement répond à ça? Justement, c'est le problème qu'on a eu avec EcoFac. On ne prend pas en compte les préoccupations des populations riveraines. Et en ne prenant pas en compte les préoccupations des populations riveraines, on se bute à ce conflit terrier, à ce conflit entre faune et animaux. Et tout cela, il fallait cerner pour qu'au moins on trouve des solutions. Pour l'instant, on est en train de travailler sur ce dossier. Il fallait qu'on trouve des solutions aux populations riveraines, qui sont les populations qui doivent nous aider dans la préservation. Donc tout ce système, nous, on l'a déjà mis dans le code de la faune et des aires protégées, sur lequel on va travailler en connivence avec les partenaires pour qu'on trouve une solution. Donc c'est un problème réel que le gouvernement gère chaque jour et que le gouvernement ne peut pas être à dos avec la population, mais on doit faire de la préservation. La préservation doit profiter et faire le développement des villages riverains qui sont à côté des aires protégées. Donc on est en train de travailler dans ce sens-là avec nos partenaires pour qu'on trouve une solution à ces populations riveraines.
Parlant justement de mutualisation et de collaboration au niveau international, il y a que cette nouvelle initiative qui a été lancée, qui est la conférence africaine sur les aires protégées qui se tient à Kigali. Alors, est-ce une initiative en trop? Sinon, quel regard vous portez justement sur Très bien, de toutes les façons, les premières initiatives ont été les initiatives de nos partenaires. Maintenant, il faut lancer une initiative africaine. Mais cette initiative africaine doit être en connivence avec les partenaires qui nous aident à la préservation de cette faune. Donc, on est en train de travailler sur ce dossier. Même hier, on a discuté entre nous. Il fallait qu'on essaie de voir comment on peut porter ce dossier par l'Union africaine. Donc, c'est l'instance de décision à qui on doit soumettre le dossier avec toutes les recommandations qu'on fera ici au niveau de Kigali afin que l'Union africaine porte ce dossier pour que ce soit le dossier de l'Afrique. L'action des partenaires est celle justement de la mobilisation des financements et de la mise à disposition en termes d'accompagnement. Quel regard portez-vous justement sur le niveau d'engagement en Afrique centrale? Au niveau de l'Afrique centrale, on parle d'une même voix, comme on l'a dit toujours. Ce que dit la République centrafricaine serait le même que ce que dit le Congo et ce que dit le Cameroun. Donc on a parlé de même voix avant d'aller à Glasgow. Et c'est cette voie commune de l'Afrique centrale qui a été prise en compte pour que les partenaires mettent à la disposition les 1,5 milliard pour la préservation. Mais ce n'est pas encore suffisant et on a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a beaucoup d'activités à mener. Donc on est en train de travailler dans ce sens-là pour qu'au moins on prenne en compte toutes les difficultés qu'on a pour préserver la nature et l'environnement. 1,5 milliard, ce montant qui a été justement annoncé, vous les ministres de l'Afrique centrale avez émis des réserves sur justement la mise en place de ce financement et également la répartition par pays. Sur le plan personnel, pensez-vous qu'il faille à nouveau espérer justement d'un accompagnement, je dirais, sérieux de ces pays développés parce que l'histoire retient qu'il y a beaucoup de financements qui ont été annoncés et qui ne sont même pratiquement jamais arrivés. Effectivement, de toutes les façons, avec nos partenaires, on travaille. Mais eux, ils travaillent directement avec les organisations internationales, les ONG internationales. Donc les fonds sont mis à la disposition des ONG internationales qui vont maintenant donner les programmes dans les pays. Et il y a certaines organisations qui n'interviennent pas dans certains pays. Donc on est en train de travailler dans ce sens-là pour qu'au moins toutes les organisations à qui on a donné ces financements puissent être dans les différents pays. Je prends un exemple particulier. Une bonne partie de 1,5 milliard a été donnée à CAFI, mais CAFI ne travaille pas dans certains pays de la sous-région. Donc il fallait qu'on trouve une solution par rapport à ça. Et c'est ça le vœu de tous les ministres de l'Afrique centrale, pour qu'au moins la répartition soit équitable, pour qu'on puisse mettre en valeur les ressources naturelles qui existent dans la région. La République centrafricaine n'est-elle pas inscrite dans le cadre des pays bénéficiaires de ce programme CAFI? Sinon, qu'est-ce que vous avez? Non, le projet, le CAFI, l'initiative africaine de l'Afrique centrale, CAFI travaille avec la République centrafricaine. Mais on n'est pas très avancé comme la RDC et le Congo. Donc c'est dans ce sens-là que nous on parle, mais on travaille avec CAFI dans différents programmes. Mais dans ce cas précis, il fallait des engagements à prendre et que CAFI nous a demandé de le faire. On est en train de travailler dans ce sens-là et d'ici peu, on va essayer de finaliser tout ça. Quelles semblent être pour vous les priorités au niveau régional ou international en termes de plaidoyer? En termes de plaidoyer, nous, on veut que ça soit une répartition égale. Mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et de toutes les façons, on est en train de travailler avec les collègues pour qu'au moins la répartition soit égale. C'est ça là notre problème le plus crucial. Et on est en train de travailler dans ce sens-là dans la sous-région, surtout les pays de la CEMAC. De plus en plus, dans le cadre des politiques en Afrique centrale, dans le domaine que ce soit l'environnement, conservation et autres, la question des communautés autochtones a toujours est devenu un sujet au centre des préoccupations. Et très souvent, c'est un regard porté sur les ministères des forêts parce que ce sont ceux de nos frères de forêt, comme on les appelait tantôt, pygmées,
aujourd'hui qui se revendiquent être plutôt autochtones. Alors comment est-ce que dans votre pays... Je vous remercie très sincèrement parce que là, la situation des peuples autochtones, surtout dans les aires protégées des Zanga-Sanga, on a beaucoup travaillé, on a fait des études, on a sorti des recommandations et pour l'instant, VVF, pour appliquer tout ce qu'on a dit, a pris en compte toutes les préoccupations des peuples autochtones. Je prends un exemple précis. Les peuples autochtones ne sont pas prêts pour aller au dispensaire, mais on a mis en place un dispensaire ambulant. Donc il y a un véhicule qui est équipé et dès qu'il y a un problème, le véhicule se déplace pour aller les retrouver là où ils sont pour les soigner. Donc, il suffit d'avoir un indicateur pour dire qu'à tel endroit, il y a tel type de maladie ou bien il y a telle personne qui est malade. Et automatiquement, on se déplace. Et ce système-là, je suis en train de tout faire pour qu'on le mette dans le parc du sud-est, celui de Chenko, et qu'on le mette aussi dans le parc de Bamingui, dans le nord-est. C'est une préoccupation pour toutes les populations riveraines des aires protégées. Mais déjà, c'est bien appliqué au niveau du parc de Zanga-Sanga et c'est ce qu'il faut allouer avec VVF qui est en train de travailler dans ce sens-là. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle que face à Raoul, c'était Son Excellence Amid Idriss, ministre des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche de la République centrafricaine. Merci, Excellence. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Merci.